Quand on pense à la Méditerranée, on imagine souvent des plages, des vacances. Mais derrière cette image, il y a une réalité bien plus sombre. Pour des milliers de personnes, c'est devenu un cimetière. Aujourd'hui, on va décortiquer les sources qui expliquent comment cette tragédie est devenue, un système. Regardez bien ce chiffre, 1 sur 37. Ça peut paraître abstrait comme ça, mais ce ratio, il est absolument au cœur de toute l'analyse qu'on va voir ensemble. Et franchement, il fait froid dans le dos. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 1 sur 37 ? Eh bien, c'est le risque de mourir projeté pour 2025 pour chaque personne qui essaye de traverser la Méditerranée centrale. Et ce qui est crucial, c'est que les sources sont claires là-dessus, ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas un accident, c'est le résultat prévisible d'un système. Ok, avant de plonger dans les rouages de ce système, il faut d'abord regarder les choses en face, prendre la mesure de la catastrophe humaine qui en découle. Et c'est une réalité vraiment choquante. Plus de 25 000. C'est difficile même de se le représenter. C'est le nombre de personnes, hommes, femmes, enfants, qui sont mortes ou ont disparu en Méditerranée centrale depuis 2014. Et attention, c'est un chiffre minimum. Toutes les organisations s'accordent à dire que la réalité est bien pire. On parle beaucoup de la Méditerranée, et à juste titre, c'est la route migratoire la plus mortelle au monde. Mais ce que les sources mettent en lumière, c'est une autre tragédie, une tragédie quasi invisible. Le voyage avant la mer, la traversée du Sahara. Figurez-vous que ce voyage est 2 fois plus meurtrier que celui en mer. Ce n'est pas juste un dernier obstacle, c'est un long continuum de violence. Alors, la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est « mais pourquoi ? Pourquoi prendre de tels risques ?» Et la réponse de l'analyse est très claire. Pour la plupart des gens, ce n'est pas un choix. C'est un exode, une fuite inévitable. Et qu'est-ce qui pousse à cet exode ? Les raisons sont multiples et elles sont extrêmement puissantes. On parle de guerre comme en Syrie ou au Soudan, de l'effondrement complet d'un État comme en Libye, de dictatures féroces comme en Érythrée, et bien sûr du manque total de perspectives économiques. Il faut bien comprendre que pour beaucoup, partir, ce n'est pas chercher une vie meilleure, c'est simplement chercher à survivre. Prenons un exemple concret, la Libye. C'est un point de passage majeur, et les sources la décrivent comme un véritable piège mortel. Un enfer où la torture, le racket, le travail forcé sont la norme. Alors quand on vit ça, on comprend mieux pourquoi la mer, aussi dangereuse soit-elle, peut sembler être la seule issue, la seule échappatoire. Et puis, il y a un facteur qui vient s'ajouter à tout ça, une lame de fond, le changement climatique. L'analyse est très claire, elle l'appelle un multiplicateur de menaces. Regardez ces chiffres de la Banque mondiale. On parle de potentiellement des dizaines de millions de déplacés juste en Afrique de l'Ouest d'ici 2050. Ça ne fait qu'amplifier toutes les autres pressions. Bon, on a vu les raisons du départ. C'est ce qu'on appelle les push factors. Maintenant, voyons ce qui se passe de l'autre côté, quand cet exode humain arrive aux portes de l'Europe. Et là, l'analyse décrit quelque chose de très structuré, une véritable architecture de la dissuasion. Cette frise chronologique, elle est vraiment parlante. Elle montre un tournant majeur. En 2014, on avait l'opération Mare Nostrum, dont le but était de sauver des vies. 1 an plus tard, en 2015, changement de cap radical avec l'opération Triton. L'objectif devient le contrôle des frontières, pas le sauvetage. Et ça ne s'arrête pas là. À partir de 2017, l'Union européenne commence à payer et former les gardes-côtes libyens pour qu'ils interceptent eux-mêmes les bateaux. On passe donc d'une logique de sauvetage à une logique de refoulement. Cette stratégie a un nom, l'externalisation. Le principe est simple, payer des pays voisins pour qu'ils fassent le travail de garde-frontières. On le voit bien ici, il y a des accords avec la Turquie, la Tunisie et bien sûr la Libye. Le problème, c'est que quand on délègue aussi les conséquences. Et dans le cas de la Libye, ça veut dire envoyer des gens vers la torture et l'esclavage. Et pendant que les États se retiraient de la zone de sauvetage, qui est-ce qui a pris le relais ? Les ONG humanitaires. Mais la réponse des gouvernements a été de les criminaliser. On leur met des bâtons dans les roues, on saisit leurs navires, on lance des enquêtes. En gros, l'acte même de sauver une vie en mer est devenu suspect, voire un délit. Et c'est là qu'on arrive à un paradoxe terrible. Toutes ces politiques qui sont censées lutter contre les passeurs ont en fait un effet complètement inverse. Elles alimentent leur business. L'analyse parle d'un véritable cercle vicieux. C'est très simple à comprendre. Étape 1. L'Europe ferme ses frontières. Étape 2. Comme il n'y a plus aucune voie légale, les gens n'ont pas d'autre choix que de passer par des passeurs. Étape 3, les passeurs, pour contourner les contrôles, prennent des routes encore plus risquées sur des bateaux encore moins sûrs. Du coup, il y a plus de morts. Et ces morts sont ensuite utilisés comme argument pour dire « Voyez, il faut fermer encore plus les frontières ». Et la boucle recommence. Le résultat de tout ça, en fermant toutes les portes légales, on a créé un marché noir gigantesque qui pèse des millions. Chaque étape du parcours devient payante et très chère. Le désert, la survie en Libye, la place sur le bateau, le désespoir des uns est devenu un business ultra lucratif pour les autres.
Alors, on peut se demander, mais comment ces politiques peuvent-elles continuer, alors que le bilan humain est si terrible? Les sources pointent vers une autre dimension du problème. Une bataille qui ne se joue pas en mer, mais dans nos têtes. La bataille des mots, du récit. Ce qui se passe, c'est un glissement de vocabulaire. On prend un problème qui est fondamentalement humanitaire et on le transforme en problème de sécurité. La migration devient une arme, l'arrivée d'une personne, une effraction. Quand on utilise les mots de la guerre, on finit par justifier une réponse guerrière. Et les mots ont un poids énorme. Quand on parle de flux, de vagues, de crise migratoire, on ne parle plus d'être humain, on parle d'un phénomène naturel, menaçant, on efface les visages, les histoires, et quand il n'y a plus d'humain, il n'y a plus d'empathie. Il y a aussi un effet psychologique bien connu, qu'on appelle l'effet de science. En résumé, plus les médias parlent d'un sujet, plus il nous paraît important et souvent angoissant. Et le résultat, paradoxalement, ce n'est pas qu'on comprend mieux le problème, non, c'est qu'on se polarise. Et ça rend les solutions les plus dures, les plus répressives, beaucoup plus acceptables pour l'opinion publique. Ok, on arrive au bout. Si on met tout ça bout à bout, les raisons de partir, les politiques de dissuasion, le business des passeurs, la bataille des mots, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, la conclusion de l'analyse est plutôt brutale. La conclusion, la voici. Cette tragédie n'a rien d'un accident. C'est le résultat logique, quasi mathématique, d'un système dont l'objectif numéro 1 n'est pas de sauver des vies, mais d'empêcher les gens d'arriver. Dans cette logique, les milliers de morts ne sont pas un bug du système. Ils sont une fonctionnalité. Toute cette analyse nous laisse donc face à une question immense. Si c'est un système qui produit un résultat prévisible, alors que faut-il faire pour changer ce système? C'est sur cette question que s'achève notre décryptage. Merci de l'avoir suivi.